Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Nous sommes le mardi 4 novembre 2025, au micro, Hélène Modicom. À l'approche de la fin de l'année, les matinales de KPMG consacrent une édition spéciale aux aspects comptables des clôtures 2025. Dans cette perspective, nous avons invité Emmanuel Paré, associé et directeur de la doctrine comptable de KPMG, pour faire le tour des principales questions relatives aux prochains arrêtés de compte, tant en normes IFRS qu'en règles françaises. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. En juin dernier, nous avions fait ensemble un point d'étape en dédiant la matinale aux arrêtés semestriels en présence, à l'époque, d'Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers. Nous avions alors évoqué un environnement économique compliqué, malgré quelques accalmies, voire embellies dans certains domaines. Aujourd'hui, en cette fin d'année, le contexte n'est guère moins empreint d'incertitude. L'inflation annuelle dans la zone euro amorce une légère hausse à fin septembre. Les défaillances d'entreprises restent à un niveau très élevé et de nombreux emplois sont menacés par des procédures en cours. Le contexte politique et budgétaire est toujours particulièrement chahuté avec à la clé de nombreuses incertitudes fiscales pour les entreprises, c'est le moins que l'on puisse dire. La seule bonne nouvelle, puisqu'il faut quand même en trouver une, vient de la croissance qui s'est élevée à 0,5% au troisième trimestre, plus que ce qu'escomptait l'INSEE, et également supérieure à la croissance de nos voisins européens. En résumé, l'environnement général reste très incertain en cette fin d'année. La clôture, Emmanuel, pourrait donc s'avérer encore délicate, comme c'est le cas, j'ai envie de dire malheureusement, depuis 5 ans, depuis 2020. Oui Hélène, de nombreuses entreprises restent affectées par le contexte macroéconomique difficile et par les événements géopolitiques, que ce soit directement ou indirectement, sans oublier l'instabilité politique en France. La rapidité des changements et l'incertitude générale qui caractérisent l'environnement économique que vous avez rappelé, constituent des enjeux de taille pour les entreprises. Dans ces conditions, l'établissement des comptes annuels demeurera un exercice difficile pour de nombreuses entreprises, que ce soit en termes d'évaluation ou de capacité à faire des prévisions et à se projeter. Alors, à ce sujet, la réalisation des tests de dépréciation risque de soulever, là encore, des questions de mise en œuvre pour certaines entreprises, Emmanuel. Oui, tout à fait. C'est un sujet récurrent, mais toujours délicat. Plus largement, en cette période d'incertitude économique, et comme nous l'avons rappelé en juin à ce micro, il est crucial d'identifier l'ensemble des impacts potentiels sur les états financiers qui peuvent être multiples et évolutifs, et de refléter l'incertitude à la date de clôture via le cas échéant des multiscénarios, mais surtout des informations en annexe appropriées. Dans le contexte actuel que nous évoquions, l'on pourrait par exemple s'attendre à des informations sur des modifications de prévision de croissance ou du niveau de rentabilité attendu, ou encore des changements relatifs aux droits de douane et leurs conséquences. Les entreprises devront avant tout redoubler de pédagogie et de transparence pour présenter leurs résultats et leur situation financière, notamment sur les hypothèses et jugements retenus qui peuvent être plus structurants qu'habituellement pour l'établissement de leurs états financiers. Et puis, les enjeux climatiques devront aussi être pris en compte dans la réalisation de ces tests de dépréciation. Bien sûr, Hélène, en particulier pour les secteurs les plus exposés. Les hypothèses clés retenues et détaillées en annexe devront inclure celles liées au climat et la cohérence est de mise avec les informations extra-financières figurant notamment dans le rapport de durabilité pour les sociétés qui en publient. À cet effet, et au-delà des tests de dépréciation, il sera important de bien identifier tous les risques et les engagements contraignants annoncés par le groupe qui peuvent impacter les actifs, les passifs ou les informations à fournir en annexe. À ce titre, mentionnons la récente publication de l'IASB dans sa version quasi finale, d'exemples illustratifs relatifs aux reflets dans les comptes des incertitudes en lien avec le climat, mais ceux-ci ont une vocation plus large pour aider à refléter clairement les incertitudes dans les comptes. Ainsi, ces illustrations peuvent également servir de guide pour communiquer sur les jugements significatifs et les principales hypothèses retenues dans le contexte macroéconomique actuel. Enfin, dans un autre domaine, les entreprises devront faire preuve d'une vigilance accrue quant à la qualité et à la transparence des informations communiquées
sur la liquidité et aussi, dans certains cas, sur la continuité d'exploitation qui peut être challengée dans le contexte actuel. Afin de terminer, Emmanuel, sur le contexte de cette clôture 2025, vous aviez évoqué en juin dernier sur ces ondes le cas de l'Égypte et du Nigeria à suivre en matière d'hyperinflation pour la clôture annuelle. Tout à fait, Hélène. Si l'Égypte et le Nigeria ne devraient toujours pas rejoindre la liste des pays en hyperinflation à la clôture, ils restent néanmoins sous une surveillance renforcée. En revanche, le Zimbabwe y rentrerait et le Ghana, le Laos et le Suriname en sortiraient. Intéressons-nous maintenant au référentiel IFRS applicable lors de cette clôture 2025. Comme évoqué en juin, à ce micro, aucun bouleversement majeur dans les textes applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. C'est bien ça? En effet, rappelons tout de même les amendements à IS 21, qui est le seul texte d'application obligatoire pour cette clôture 2025. Ces amendements traitent des situations d'absence de convertibilité de devises que l'on peut rencontrer dans des environnements monétaires très chahutés, comme historiquement au Venezuela. Ces amendements clarifient les conditions dans lesquelles un taux de change spot doit être estimé, les modalités de réalisation de cette estimation et les informations à fournir en annexe. Toutefois, ces dispositions ne devraient concerner que des cas très spécifiques. En revanche, il faut mentionner les amendements relatifs au contrat d'achat d'énergie renouvelable publiés en décembre 2024. Ces amendements, très attendus, clarifient notamment les conditions d'éligibilité pour l'application de Low News Exemption à ces contrats ou exemption pour usage propre, permettant d'échapper à la comptabilisation des dérivés et donc à de la volatilité au compte de résultat. Ils apportent également des précisions utiles pour appliquer la comptabilité de couverture dans le contexte des virtual PPA, ce qui est très appréciable. Ce texte a été adopté par l'Union européenne le 30 juin 2025 et est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Il peut être appliqué par anticipation pour cette clôture, mais les entreprises qui décideraient de l'appliquer par anticipation doivent bien avoir en tête les nouvelles informations qui sont à fournir. Alors, si on continue de passer en revue les changements normatifs au niveau des normes IFRS, des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS sont-elles à mentionner à nos auditeurs et nos auditrices pour cette clôture? Oui, mais il s'agit principalement de décisions provisoires. Je citerai tout d'abord une décision relative à IFRS 16 sur les avantages économiques tirés de l'utilisation d'une batterie dans le cadre d'un accord de stockage et de prélèvement d'électricité. L'enjeu ici est la qualification ou non de contrat de location. Je pense également à IFRS 9, mais sur deux sujets différents. Le premier porte sur les coûts directement liés à l'émission d'un instrument financier, mais encouru antérieurement à la conclusion de l'accord contractuel. S'agit-il de coûts de transaction? Quel traitement comptable retenir? Le deuxième sujet fait référence à l'interprétation d'un paragraphe de la norme traitant de l'analyse des options de remboursement anticipé incorporées à un contrat hôte et de leur séparation éventuelle. Et la question est relative à la notion de compensation du différentiel d'intérêt perdu. Doit-on analyser ce différentiel du côté du prêteur ou de l'emprunteur? Enfin, je mentionnerai une décision provisoire relative à IFRS 18 qui nécessite de passer en revue certaines décisions antérieures fondées sur l'actuel IAS 1 et qui commence aussi à soulever des questions sur des points d'application spécifiques. Ces décisions étaient soumises à une période de commentaires, encore ouverte pour certaines d'entre elles. Il conviendra donc de suivre le dénouement de ces sujets. Et nous ne manquerons pas de le faire dans cette émission. Émilie Blanc, donc que j'ai citée tout à l'heure, qui est, je le rappelle, la directrice des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers, avait évoqué à ce micro en juin dernier une décision IFRIC datant de juin 2024 sur l'information sectorielle, soulignant qu'une partie des émetteurs devrait se réinterroger sur la nécessité de fournir certaines informations complémentaires en la matière. C'est exact, Hélène. Et l'AMF a d'ailleurs rappelé dans ses recommandations en vue de l'arrêté des comptes 2025, publié mi-octobre, que l'information sectorielle est plus largement un de leurs sujets d'attention récurrents.
L'ESMA a également fait de la norme IFRS 8 sur l'information sectorielle un des principaux thèmes de ses priorités pour la clôture 2025. Alors pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les précisions apportées par cette décision IFRIC? Il s'agit d'une décision relative aux produits et charges des secteurs à présenter au titre du paragraphe 23 d'IFRS 8 et notamment de son petit f sur les autres éléments matériels. Le comité d'interprétation a clarifié que les informations requises par ce paragraphe doivent être fournies pour chaque secteur si elles sont communiquées régulièrement au principal décideur opérationnel, le PDO, de manière séparée ou si elles sont simplement incluses dans une mesure de résultat sectoriel revue par le même PDO. Et ce, même si elles ne sont pas elles-mêmes revues de manière séparée, ce qui était là une précision importante. Le comité est également revenu sur la façon d'apprécier la matérialité, de façon quantitative ou qualitative, de ces informations, dans leur contexte, et a rappelé la nécessité pour une entité de faire preuve de jugement. En pratique, si elles ne l'ont pas encore fait, les entreprises doivent donc se réinterroger, compte tenu de ces précisions, sur la nécessité de compléter leur information sectorielle, mais rien n'est automatique, bien sûr. Elles doivent apprécier au cas par cas si leur information sectorielle doit être enrichie sur la base notamment de ces considérations liées à la matérialité. À cet égard, il sera pertinent aussi pour les entreprises de suivre ce que font leurs pairs appartenant au même secteur. Il est effectivement intéressant toujours de regarder le même environnement. Alors, projetons-nous maintenant un peu au-delà de ces principales évolutions 2025 du référentiel IFRS. Des textes sont-ils à signaler, Emmanuel? Alors, je commencerai par le changement à venir le plus significatif, c'est-à-dire la mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers. Elle devrait être d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Et nous attendons toujours son approbation par l'Union européenne, qui devrait a priori avoir lieu au cours du premier trimestre 2026. 2027, l'échéance peut sembler lointaine à nos auditeurs. Et pourtant, nous y sommes déjà. Les changements qu'elle entraîne et son application rétrospective conduisent à la nécessité pour les entreprises de s'y intéresser dès à présent et d'anticiper le plus possible. Alors justement, pour pouvoir anticiper, quels sont les grands points d'attention que nos auditeurs doivent avoir à l'esprit? Commençons tout d'abord par dresser rapidement le panorama général des changements pour ceux qui ne les auraient pas déjà en tête. IFRS 18 apporte de nouveaux principes de portée générale sur le rôle des états financiers, sur les principes d'agrégation et de désagrégation des informations financières, ainsi que sur la clarté des libellés des postes des états financiers. Ensuite, la norme vient modifier en profondeur la présentation du compte de résultat en créant des catégories, des sous-totaux et totaux obligatoires, et en introduisant de nouvelles règles de classement des produits et des charges. IFRS 18 introduit aussi de nouvelles notes annexes à fournir, notamment sur les natures de charges d'exploitation, lorsque le compte de résultat présente au moins une fonction, ou sur les indicateurs de performance du management, désignés par les appellations Management Defined Performance Measure ou MPM. Enfin, des changements plus limités au tableau des flux de trésorerie et au bilan sont à prévoir. Alors ça, ce sont les changements, j'ai envie de dire, théoriques, mais à titre d'illustration, auriez-vous quelques exemples précis d'enjeux pratiques ou de points de discussion actuels relatifs à l'application de cette norme, Emmanuel? Par exemple, commençons par la présentation du compte de résultat. La question la plus sensible que beaucoup d'entreprises se posent porte sur l'avenir du résultat opérationnel courant et de tout autre sous-total similaire. Même si une telle présentation n'est pas explicitement interdite, à notre avis, en application des nouveaux principes de portée générale que nous évoquions précédemment, ce sous-total pourra très difficilement être conservé en l'état dans le compte de résultat des entreprises qui l'utilisent. Toujours sur le compte de résultat, les impacts à anticiper vont aussi porter sur les reclassements des produits et des charges entre catégories, et notamment les reclassements de produits et de charges que nous avons coutume de voir dans le résultat financier. Par exemple,
les frais relatifs à l'affacturage d'une créance lorsque le contrat est déconsolidant ou ceux relatifs à une ligne de crédit pour la part dont il est probable qu'elle ne soit pas tirée seront présentés dans la catégorie exploitation. Enfin, on voit aussi fleurir des saisines à l'IFRIC sur divers sujets, illustrant les difficultés pratiques qui émergent petit à petit. Je n'en citerai qu'une, celle de la présentation au compte de résultat des écarts de change issus des prêts et emprunts intragroupes. Elle fait l'objet d'une décision provisoire très débattue qu'il est possible de commenter jusqu'au 25 novembre. À vous écouter, Emmanuel, je comprends que les questions soulevées par IFRS 18 sont nombreuses. Dans ce contexte, j'ai envie de dire, comment les entreprises peuvent-elles se préparer au mieux ? Il est nécessaire pour les entreprises de revoir de manière détaillée leur plan de compte dans le cadre du passage à IFRS 18 et que cet exercice va, dans bien des cas, soulever des questions pratiques d'application. D'autres points d'attention à signaler à propos d'IFRS 18, au-delà du compte de résultat ? Alors, le sujet des MPM commence à être regardé de près par les entreprises qui ont démarré leur projet de transition à IFRS 18. Sachez aussi que des discussions de place sont en cours pour clarifier le champ d'application des MPM, puisque les indicateurs de performance utilisés par les entreprises sont très divers. La tendance est tout de même de considérer que la notion de MPM est large et qu'elle englobe les indicateurs calculés de manière non conforme aux IFRS. Des discussions sont par exemple en cours sur les indicateurs calculés à taux de change constant ou à périmètre constant. Enfin, sans être exhaustif, d'autres difficultés d'application pratiques ont été identifiées en lien avec la note sur les charges d'exploitation par nature, le tableau des flux de trésorerie, les sujets sectoriels ou encore les sujets de transition. Donc de nombreux débats en perspective, que nous ne manquons pas de suivre à ce micro, sur ces ondes. Celles ou ceux qui souhaiteraient avoir une présentation détaillée d'IFRS 18 peuvent écouter ou réécouter la matinale du 1er octobre 2024, dans laquelle vous étiez déjà exprimé, Emmanuel Paré. Et cette matinale peut être réécoutée dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Si l'on continue, Emmanuel, sur cet aspect prospectif du référentiel IFRS, quels sont les autres textes utiles à signaler à nos auditeurs et à nos auditrices aussi, bien sûr? Alors, je citerai les amendements à IFRS 9 et IFRS 7 sur la classification et l'évaluation des instruments financiers applicables à compter du 1er janvier 2026. Retenez qu'ils contiennent notamment des amendements relatifs au paiement électronique, faisant suite à la saisine de l'IASB par l'IFRIC, susceptible de remettre en cause des pratiques en vigueur chez certains, notamment dans le secteur du retail, ainsi que des informations complémentaires à fournir au titre des actifs et passifs financiers avec des clauses contingentes. La date de première application approchant, les entreprises ont tout intérêt à s'y intéresser si elles ne l'ont pas déjà fait, car des analyses détaillées et ou des collectes d'informations relativement lourdes pourraient être nécessaires. Continuons de nous projeter, de regarder vers l'avenir. Quels sont les principaux projets en cours à l'IASB? Ayez en tête les projets tels que Goodwill et Impairment, IAS 28 sur la méthode de mise en équivalence, IAS 37 sur les provisions, le projet FICE sur les instruments financiers ayant des caractéristiques d'instruments de capitaux propres, ou encore IFRS 20 portant sur certaines activités régulées qui sont tous encore en cours. Ils mettent du temps à être finalisés et certains ont vu leur calendrier décalé. En tout cas, il y aura encore du pain sur la planche en matière de normes IFRS dans ces prochaines années. Alors nous allons refermer ce chapitre, nous en avons terminé avec le chapitre IFRS. Tournons-nous maintenant vers les règles comptables françaises. Et là, je pense tout de suite, bien sûr, au règlement sur la modernisation des états financiers. C'est la principale nouveauté côté règles françaises, en effet. Ce règlement est d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, à l'exception des entités du secteur du logement social pour lequel l'entrée en vigueur a été repoussée d'1 an. En théorie, les entreprises ont aujourd'hui déjà intégré ces changements, mais ce n'est sans doute pas encore toujours le cas. Pour rappel, ce texte modifie le plan comptable général et prévoit notamment la mise à jour de la nomenclature des comptes, la modification des modèles d'état financier,
la suppression des transferts de charges ou encore l'introduction d'une nouvelle définition du résultat exceptionnel qui n'est pas sans conséquence. À l'approche de la clôture, quels sont les points d'attention clés que les entreprises doivent avoir en tête? Tout d'abord, rappelons que s'agissant d'un changement de réglementation comptable, il s'impose à l'entreprise et est à traiter comme un changement de méthode comptable, y compris dans les comptes consolidés, établis selon les normes comptables françaises, qui se trouvent de fait impactées lui aussi par ce règlement. Par ailleurs, attention à ne pas oublier que les nouveaux modèles d'état financier sont obligatoires. En outre, si le nouveau règlement ne prévoit que peu de nouvelles informations à fournir en annexe, de nouveaux tableaux de présentation de certaines informations sont, eux, requis. Les entreprises doivent également prendre connaissance, si cela n'est pas déjà fait, des modalités de transition spécifiques à appliquer. Nos auditeurs peuvent consulter la publication consacrée à ce nouveau règlement, accessible sur le site de KPMG, qui propose un éclairage des principaux points clés. Et ils peuvent aussi réécouter la matinale d'avril 2023 consacrée au règlement sur la modernisation des états financiers. Y a-t-il d'autres impacts que les entreprises doivent anticiper, Emmanuel? Oui, il nous semble important que les entreprises s'interrogent sans tarder sur l'incidence que peuvent avoir les changements introduits, notamment ceux relatifs aux résultats exceptionnels, sur le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, ou encore sur la participation des salariés, voire dans certains cas sur le calcul de ratios, comme pour les covenants par exemple. L'impact n'est pas forcément neutre et il est préférable d'anticiper. Alors, au-delà de ce texte sur la modernisation des états financiers, y a-t-il d'autres textes à signaler dans le référentiel comptable français? Oui, mentionnons le règlement ANC 2024-05 concernant les comptes consolidés et également d'application obligatoire en 2025. Il comporte 2 volets, l'un sur les regroupements sous contrôle commun et l'autre sur la présentation des écarts d'acquisition dans les états financiers. Sur ce deuxième point, soulignons que le règlement traite de la présentation des reprises des écarts d'acquisition négatifs au compte de résultat, ainsi que de celle des amortissements et dépréciations d'écarts d'acquisition liés à des entités mises en équivalence. Des impacts attendus donc sur le bilan et sur le compte de résultat, et notez que des reclassements sur l'exercice comparatif 2024 seront nécessaires pour se conformer à la nouvelle présentation. Pour entrer dans les détails du règlement, nous vous invitons à lire notre On en parle dédié, disponible sur le site internet de KPMG. Je rappellerai également que le règlement relatif à la distinction dette autres fonds propres est toujours en cours d'homologation à date et devrait être applicable en 2026. Il touche un sujet sensible et les entreprises ont là aussi tout intérêt à s'y intéresser dès maintenant. Comme pour le sujet précédent, vous pouvez prendre connaissance de notre On en parle, disponible sur le site internet de KPMG, qui détaille les dispositions du texte. Un site internet qui est important de consulter. Et s'agissant des principaux projets en cours à l'autorité des normes comptables, que faut-il avoir présent à l'esprit? L'actualité de l'ANC reste riche avec un texte sur les actifs numériques qui pourrait être publié prochainement et des projets en cours, notamment sur la comptabilisation des crédits carbone et le classement des titres. Alors, quelques mots maintenant sur un autre point d'attention habituel pour les comptes annuels, la fiscalité. Dans le contexte politique actuel, les mesures budgétaires du projet de loi de finances pour 2026 sont encore très incertaines, c'est le moins que l'on puisse dire, mais particulièrement attendues, et elles feront l'objet d'un décryptage par Marie-Pierre Haut, associée, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats, dans une toute prochaine édition des Fiscales de KPMG, qui sera diffusée au cours des prochaines semaines. Mais pour l'heure, aujourd'hui, Emmanuel, évoquons déjà, et ça c'est certain, la loi de finances pour 2025. Elle a été votée, elle est entérinée. Une loi de finances pour 2025 qui a notamment introduit la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés. Oui, rappelons qu'il s'agit d'une contribution des grandes entreprises effective pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et qu'elle s'applique aux sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires en France supérieur à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou bien de l'exercice précédent.
Si ces modalités de comptabilisation ont fait débat pour les clôtures intermédiaires ou les clôtures décalées, elles ne devraient pas poser de difficultés pour la clôture annuelle 2025 pour les sociétés qui ont un exercice coïncident avec l'année civile. Et souvenez-vous que dans le référentiel français, le règlement ANC 2025-02 a clarifié le traitement comptable de cette contribution. Il retient une logique stricte de fait générateur fiscal. La contribution n'est ainsi comptabilisée que dans les comptes du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Cette contribution exceptionnelle est à suivre puisque le projet de loi de finances pour 2026 contient des dispositions destinées à proroger la mesure avec des ajustements éventuels. Mais il est difficile d'en dire plus pour l'instant. Et nous n'en dirons donc pas plus et nous suivrons en tout cas le sujet. La loi de finances pour 2025 est également à l'origine de la taxe sur les réductions de capital. Quelques mots, Emmanuel, sur ce dispositif ? Oui, il s'agit d'une taxe concernant les réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025 par annulation d'actions propres résultant d'un rachat, sous certaines conditions bien sûr. Sur le traitement comptable, nos auditeurs doivent avoir à l'esprit que dans les comptes consolidés IFRS, il est jugé acceptable de comptabiliser la taxe en capitaux propres, qui doit faire l'objet d'une dette à la date d'annulation des actions, qui est son fait générateur fiscal. Dans les comptes sociaux, établis selon les principes comptables français, le règlement ANC 2025-02 prévoit en revanche que cette taxe est enregistrée en résultat au débit du compte 63, impôts, taxes et versements assimilés. Cette taxe sera également inscrite en résultat dans les comptes consolidés établis conformément au règlement ANC 2020-01. Et puis, des modifications figurent également dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, des modifications qui portent sur les attributions gratuites d'actions. Oui, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié la contribution patronale due par les sociétés au titre des attributions d'actions gratuites, portant le taux de 20% à 30%, avec une entrée en vigueur au 1er mars 2025. Il convient ainsi d'en tenir compte dans l'évaluation des provisions correspondantes. Oui, donc c'est bien un sujet pour cet exercice 2025. Alors, on ne peut pas terminer cet entretien, Emmanuel, sans parler de la suspension de la réforme des retraites. Que peut-on en dire à ce jour ? Je pense qu'il est quand même prématuré d'en parler, Hélène, car tout va dépendre des modifications juridiques du régime qui seront entérinées à l'issue des débats parlementaires. En revanche, nous n'échapperons pas aux débats habituels en la matière, modification de régime ou écart actuariel dont le traitement comptable diffère. Et l'ampleur des impacts risque d'être très différente entre les indemnités de départ en retraite et les régimes de pré-retraite. Dans tous les cas, la question est à suivre de près pour la clôture. Emmanuel Paré, un grand merci pour vos éclairages précieux sur cette actualité comptable qui aideront, j'en suis certaine, les préparateurs d'états financiers à aborder le plus sereinement possible leurs travaux de clôture. De plus, vous pourrez approfondir les thèmes abordés aujourd'hui à ce micro et disposer d'éclairages complémentaires sur d'autres sujets en participant à nos traditionnelles conférences arrêtées des comptes et durabilité qui fêtent cette année leurs 20 ans et vous pourrez assister en effet, s'agissant des entreprises industrielles et commerciales, à cette conférence le 18 novembre prochain et le 27 novembre pour les banques et assurances. Venez enrichir vos connaissances et échanger avec des experts du domaine au mythique Théâtre Mogador à Paris. Pour ceux d'entre vous qui vous intéressez à l'actualité française, à l'actualité comptable française, sachez qu'un module 100% digital consacré aux arrêtés en règle comptable française sera disponible sur le site internet de la conférence début décembre. Vous avez la possibilité de vous inscrire uniquement à ce module. Ne manquez pas cette opportunité puisqu'elle est entièrement gratuite. Pour vous inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur notre site internet kpmg.fr ou dans le mail que vous avez reçu et suivez les instructions. Cette édition des matinales est maintenant terminée et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 2 décembre prochain. À bientôt sur nos ondes.